Son pelage noir a semblé se liquéfier, ses pattes se sont fondues en une masse sombre, un liquide épais, visqueux, qui a glissé sur le béton. Je me souviens parfaitement de ce matin-là. J'avais toujours aimé promener mon chien près du lac aux premières lueurs de l'aube. À cette heure-là, la brume épaisse enveloppait le paysage, et le silence était presque surnaturel. C'était mon moment de calme, où je pouvais laisser mon chien courir librement sans avoir à m'inquiéter de croiser quelqu'un. Il n'y avait jamais personne à cette heure-là. Juste moi, mon chien, et la tranquillité du lac. Ce jour-là, pourtant, quelque chose était différent. Dès que nous avons quitté la maison, j'ai remarqué que mon chien, Rex, était plus agité que d'habitude. Au lieu de courir en avant comme il le faisait toujours, il traînait derrière moi, ses oreilles plaquées en arrière, grognant faiblement. Je n'y ai pas prêté attention, pensant qu'il avait peut-être senti l'odeur d'un animal sauvage. Mais quand nous nous sommes approchés du bord du lac, son comportement a empiré. Il s'est arrêté net, refusant de me suivre plus loin. Il s'est mis à aboyer, mais ce n'étaient pas ses aboiements habituels. C'était un son grave, presque désespéré, comme s'il essayait de me prévenir de quelque chose. Je me suis penché pour lui rattacher la laisse, pensant qu'il avait besoin d'un peu de discipline pour se calmer. Mais en tirant doucement pour l'inciter à avancer, j'ai vu ses yeux remplis de peur. Il n'avait jamais réagi de cette manière. C'était comme s'il voulait me supplier de ne pas continuer. Je l'ai traîné malgré tout. À contre-cœur, il m'a suivi, la tête basse et les muscles tendus. Plus nous approchions du bord de l'eau, plus je sentais l'air changer autour de nous. Il faisait froid, anormalement froid, et la brume semblait devenir plus dense. C'était presque comme si le lac rejetait notre présence. Puis, j'ai entendu un bruit d'éclaboussure. Au début, je n'y ai pas fait attention. Ce lac était connu pour ses gros poissons, et parfois, les pêcheurs arrivaient tôt le matin pour installer leurs lignes. Mais cette fois, le son était différent. C'était plus lourd, plus fort. Comme si quelque chose d'immense se déplaçait sous la surface. Je me suis arrêté, le regard fixé sur l'eau, essayant de voir à travers le brouillard. C'est alors que je l'ai aperçu. Au milieu du lac, il y avait quelqu'un. Quelqu'un qui se tenait debout sur l'eau. Je me suis figé, les yeux écarquillés, essayant de comprendre ce que je voyais. La silhouette m'était familière. C'était l'un des pêcheurs que je croisais souvent ici, un vieil homme sympathique qui m'avait offert des poissons à plusieurs reprises. Mais il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il se tenait là, immobile, au milieu de l'eau, me fixant. Juste, debout, comme si la surface du lac était un sol solide. Rex a commencé à tirer désespérément sur sa laisse, mais je n'arrivais pas à détourner le regard. Mes pieds semblaient cloués au sol par une force invisible. Le vieil homme m'a alors souri. Un sourire large, démesuré, presque inhumain. Puis, sans un mot, il s'est laissé tomber en arrière, disparaissant dans l'eau comme une pierre qui coule au fond. C'est à ce moment-là que le véritable cauchemar a commencé. Un craquement s'est fait entendre dans les arbres derrière moi. Je me suis retourné d'un coup sec, le cœur battant à tout rompre. Quelque chose était là, caché parmi les ombres des arbres. Une silhouette longue et maigre, avec des bras anormalement longs. Son visage, ou plutôt l'absence de visage, m'a glacé le sang. Là où il aurait dû y avoir des traits, il n'y avait rien. Juste une surface lisse et pâle, comme si quelqu'un avait effacé toute expression de son visage. Rex s'est mis à aboyer frénétiquement, tirant sur sa laisse avec une force que je ne lui connaissais pas. Il me tirait vers le chemin de la maison, ses aboiements se mêlant aux battements frénétiques de mon cœur. Je ne savais plus quoi faire. Mes jambes ont commencé à bouger d'elles-mêmes, comme si mon corps réagissait avant même que mon esprit puisse le faire. Je n'ai pas réfléchi. J'ai suivi mon chien, courant presque à perdre haleine. Derrière moi, j'entendais les craquements des branches, comme si la chose nous poursuivait. Mais je n'ai pas osé me retourner. Pas une seule fois. Ce n'est qu'en arrivant chez moi, les mains tremblantes, que je me suis rendu compte de ce qui venait de se passer. Rex haletait, couché à mes pieds, les yeux toujours écarquillés de peur. Je me suis assis sur le sol,
essayant de me convaincre que tout cela n'était qu'un mauvais rêve, une hallucination provoquée par le manque de sommeil ou l'obscurité. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas un rêve. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais remis les pieds près de ce lac. Les pêcheurs ont cessé de venir aussi, et personne ne parle de ce qui s'y trouve vraiment. Certains disent qu'il est maudit, que des choses vivent sous la surface, ou dans la brume épaisse des arbres environnants. Peu importe ce que c'est, je n'ai pas besoin de réponse. Je n'ai plus jamais voulu savoir ce qui m'a observé ce matin-là. Ce que j'ai vu sur l'eau, et ce que j'ai rencontré dans la forêt. Je m'en tiens loin. Très loin. Et je ne quitte plus jamais ma maison avant que le soleil soit bien levé. Je me souviens encore parfaitement de ce jour, de cette sensation froide qui me glissait dans le dos alors que nous gravissions cette montagne isolée. Le silence était oppressant, seulement troublé par le bruit de nos crampons sur la roche. C'est alors que nous sommes tombés sur cette étrange formation rocheuse, posée sur une saillie à moitié dissimulée par la brume matinale. À première vue, ce n'était qu'un simple rocher, mais en nous approchant, une chose a attiré notre attention. Le rocher avait la forme d'un crâne humain, ses orbites creuses semblant nous fixer dans la pénombre. Nous nous sommes arrêtés, fascinés. Plus nous l'observions, plus il paraissait réaliste. Les contours de la pierre étaient si nets, si détaillés, qu'il semblait impossible qu'il ne s'agisse que d'un simple hasard géologique. Pire encore, à mesure que nous inspectons la surface, nous avons remarqué un détail qui nous a tous mis mal à l'aise, des touffes de cheveux émergeaient ici et là de la roche, comme si le crâne en pierre était en train de se régénérer, de reprendre une apparence humaine. L'un de nous, probablement par bravade ou par curiosité morbide, a soulevé le crâne. Il était plus léger qu'il n'aurait dû l'être, presque creux. Nous l'avons observé de plus près, et c'est alors que la ressemblance est apparue clairement. Il semblait reproduire fidèlement les traits de l'un des nôtres, le visage taillé avec une précision troublante. Un rire nerveux a fusé, chacun essayant de rationaliser cette coïncidence. Pour plaisanter, nous avons même placé le crâne juste à côté de la tête de notre compagnon, comparant les similitudes. Une sensation de malaise m'a traversé, mais je me suis forcé à sourire, à ne pas paraître alarmé. Quand j'ai reposé le crâne sur le rocher, quelque chose d'inexplicable s'est produit. J'ai ressenti un léger tremblement, un mouvement imperceptible sous mes doigts. Comme si la pierre avait frissonné, pris vie pendant un bref instant. Je l'ai relâché, persuadé que mes sens me jouaient des tours. Mais l'image m'est restée, le crâne semblait vibrer, comme une bête endormie prenant une grande inspiration. Nous avons décidé de camper non loin de là, nos discussions encore imprégnées de l'étrangeté de notre découverte. La nuit a été longue, parsemée de bruits indistincts que je n'arrivais pas à identifier. À plusieurs reprises, j'ai cru percevoir des chuchotements, mais en regardant autour du camp, je n'ai rien vu d'inhabituel. Je me suis persuadé qu'il ne s'agissait que de l'écho du vent dans les montagnes. Le matin, une fine brume flottait encore autour de nous. Nous nous sommes levés en silence, chacun encore hanté par l'image de ce crâne étrange. Alors que nous déjeunions, un bruit sourd nous a fait tous sursauter. Le crâne était tombé du rocher, roulant paresseusement dans notre direction. Il n'y avait pas de pente, pas de vent, rien qui puisse expliquer ce mouvement. Et pourtant, il roulait lentement, d'une manière presque intentionnelle. Nous l'avons observé, pétrifié, le regard suivant cette forme immobile qui avançait sur le sol plat. Puis, d'un coup, il a pris de la vitesse. Ce n'était plus un simple roulement, le crâne bondissait, rebondissait sur les pierres, accélérant comme s'il était propulsé par une force invisible. Il nous a dépassés en quelques secondes et a commencé à dévaler la pente rocailleuse de la montagne. J'ai suivi du regard, une terreur glaciale me paralysant, incapable de détourner les yeux de cette scène grotesque. Le crâne roulait en zigzag, prenant des virages improbables, contournant les obstacles comme s'il était guidé par une main invisible. Chaque rebond semblait calculé, chaque impact sur le sol dégageait un son sourd, résonnant étrangement dans le silence du matin. Puis, soudain, au milieu de sa descente effrénée, le crâne a commencé à changer. Je n'en croyais pas mes yeux. La surface lisse de la roche s'est mise à onduler, les contours se sont adoucis, et la structure même du crâne s'est déformée, comme une matière organique se tordant sous une chaleur intense. En quelques secondes, ce qui était un rocher en forme de crâne a pris une forme humanoïde, une silhouette grotesque,
recroquevillée sur elle-même. Je me suis figé, les yeux rivés sur cette créature qui s'était redressée en bas de la pente, comme une marionnette désarticulée. Elle était mince, presque squelettique, ses membres tordus dans des angles impossibles. Une fine couche de ce qui ressemblait à de la peau ou à de la chair collait à ses os, sa surface semblait encore vibrer, comme une gelée s'animant d'une vie propre. La créature a hésité un instant, se tenant debout d'une manière précaire, puis a pris un pas, puis deux. Je n'entendais plus rien d'autre que le battement précipité de mon propre cœur. Le reste du groupe était silencieux, tout aussi hypnotisé par cette scène cauchemardesque. La créature a levé son visage déformé vers nous. Elle n'avait pas de traits distincts, juste une masse informe où les orbites creuses du crâne se trouvaient auparavant. Un liquide noirâtre s'écoulait lentement de ses trous béants, traçant des sillons sur sa peau translucide. Un instant plus tard, elle s'est redressée complètement, sa taille s'allongeant, ses membres se contractant avant de se rétracter. Puis, dans un mouvement fluide, ses bras se sont métamorphosés. Ils se sont étirés, se réduisant en deux longues ailes noires et lisses. La créature a penché la tête en arrière, ses côtes proéminentes ressortant de sa poitrine, et a émis un cri strident, un son guttural qui a déchiré le silence. C'était un cri à la fois humain et animal, empli d'une douleur sourde et d'une rage incontrôlée. Avant que je puisse réagir, la créature s'est élancée dans les airs, ses ailes nouvellement formées battant frénétiquement. Son corps s'est contracté une dernière fois, se compressant, se transformant en un oiseau noir d'une taille impressionnante. Un grand corbeau, dont le plumage luisait d'un éclat étrange, presque métallique, s'est envolé devant nous. Ses ailes projetaient des ombres mouvantes sur le sol, et chaque battement d'ailes semblait distordre l'air autour de lui. Je suis resté là, à regarder ce corbeau aux proportions anormales s'élever dans le ciel, jusqu'à ce qu'il se fonde dans les nuages. L'ensemble du groupe restait muet, abasourdi par ce que nous venions de voir. J'avais envie de crier, de poser des questions, mais ma gorge était sèche, mes pensées confuses. Nous étions tous témoins de la même chose, et pourtant, personne n'osait échanger un seul mot. C'était comme si, en parler à voix haute donnerait davantage de consistance à l'horreur qui s'était déroulée sous nos yeux. Nous avons rassemblé nos affaires le plus vite possible, agissant mécaniquement, évitant de croiser le regard de l'autre. Je sentais encore une présence derrière moi, comme si le crâne, ou ce qu'il était devenu, nous observait, caché quelque part dans les ombres de la montagne. Lorsque nous avons quitté cet endroit, le silence pesait lourdement, plus oppressant encore que la veille. L'air semblait chargé d'électricité, chaque craquement de pierre sous nos pieds résonnait comme un coup de tonnerre dans mes oreilles. En redescendant, je me suis retourné une dernière fois. Je n'ai rien vu d'anormal. Juste la montagne, calme et immobile. Et pourtant, j'ai su, au fond de moi, que nous avions été témoins de quelque chose qui n'aurait jamais dû exister. Cette expérience me hante encore aujourd'hui. Chaque nuit, je revois cette silhouette tordue, ces mouvements incongrus, et cette transformation finale en oiseau. Ce n'était pas un simple phénomène naturel, ni une hallucination collective. C'était une créature, une entité ancienne et perverse qui s'était jouée de nous. Un avertissement, peut-être. Un rappel que certaines choses, dans les endroits les plus reculés du monde, ne cherchent qu'une seule chose, s'emparer de notre esprit, de notre réalité. Et je crains qu'un jour, ce crâne retrouve ma trace. Je venais tout juste de m'installer dans ma résidence étudiante, un petit studio au 9e étage d'un immeuble qui ressemblait plus à une tour de béton qu'à un endroit où l'on vivrait volontiers. Tout était impersonnel, froid, les murs trop blancs, les meubles trop basiques. J'avais besoin de quelque chose pour me sentir un peu plus chez moi. Quelque chose de vivant. C'est alors que j'ai eu l'idée d'aller faire un tour au marché local. J'ai toujours aimé les plantes, même si ça n'était pas comparable à la présence de mon chat que j'avais dû laisser chez mes parents. Une plante, ça donne un peu de vie à une pièce. Ça fait oublier, même pour un instant, l'aspect austère de ces murs sans âme. Le marché était sur le point de fermer lorsque je suis arrivé. Les commerçants rangeaient déjà leurs stands, et je pensais que je rentrerais les mains vides. C'est là que je l'ai vue, une vieille dame assise derrière un petit étal. Devant elle, une seule plante restait, un magnifique bromélia à la couleur vive, presque surréel. Les feuilles d'un vert profond s'étiraient en spirale, et la fleur au centre se dressait, rouge vif,
comme un flamboiement de vie dans la grisaille environnante. J'ai hésité avant de m'approcher. C'était la seule plante qui restait, et la vieille dame m'a souri d'un air étrange lorsqu'elle a remarqué mon intérêt. Elle me l'a vendue pour seulement 2 €, me disant que la plante était très spéciale et qu'elle aurait bien aimé la garder, mais qu'elle sentait qu'elle serait bien avec moi. J'ai payé sans trop réfléchir. Après tout, c'était une affaire, non? Et ce bromélia était parfait pour ce que je cherchais. Je suis rentré à la résidence, posant la plante fièrement à côté de la fenêtre, juste en face de mon bureau. Elle ajoutait une touche de couleur et de chaleur à la pièce. Je me sentais immédiatement mieux. Les jours suivants, tout s'est déroulé normalement. Je prenais soin de ma nouvelle plante, lui donnant un peu d'eau, la regardant grandir sous la lumière naturelle. Mais rapidement, des choses étranges ont commencé à se produire. Je me souviens du premier soir où j'ai remarqué quelque chose d'inhabituel. J'étais assise à mon bureau, révisant pour un examen, quand j'ai vu des petites traces de terre à côté du pot de la plante. Rien de dramatique, juste quelques grains dispersés ici et là. J'ai pensé que je les avais renversés en arrosant le bromélia. J'ai nettoyé rapidement et je n'y ai plus pensé. Le lendemain, cependant, il y avait de la terre sur mon clavier d'ordinateur. Cette fois, c'était plus étrange. J'étais sûr de ne pas avoir touché le pot de la plante. Je laissais toujours la fenêtre fermée, et il n'y avait pas de courant d'air. Pourtant, il y avait ces traces, comme si quelqu'un ou quelque chose avait déplacé de la terre. Les jours suivants, la situation a empiré. Je trouvais de la terre sur le sol, sur mon lit, et même sur mes vêtements. J'ai commencé à me sentir mal à l'aise dans ma propre chambre, mais je n'arrivais pas à expliquer ce qui se passait. Une plante ne pouvait pas bouger toute seule, n'est-ce pas? J'ai même commencé à prendre des photos, espérant qu'en montrant les preuves, quelqu'un pourrait me dire ce que c'était. Puis, il y a eu cette nuit. Je m'étais endormi tard, fatigué par une longue journée de cours et de révision. Un bruit sourd m'a réveillé, un fracas qui a résonné dans le silence de ma chambre. Mon cœur battait la chamade. Je me suis levé, encore engourdi de sommeil, et j'ai vu que le pot de la plante était tombé au sol. Il y avait de la terre partout. Mais ce n'était pas ça qui m'a fait frissonner. Une traînée de terre menait de ma chambre jusqu'à la porte des toilettes, comme une piste que l'on aurait délibérément tracée. En tremblant, j'ai suivi ces traces, mon esprit essayant de trouver une explication rationnelle. Les mains moites, j'ai poussé la porte des toilettes et ce que j'ai vu a glacé mon sang. La plante. Le bromélia. Il était là, au bord de la cuvette, et il bougeait. Les feuilles ondulaient doucement, comme si elles respiraient. Puis, dans un mouvement rapide et saccadé, la plante a bondi. Je n'ai pas eu le temps de crier ou de réagir. Le bromélia est tombé dans l'eau, et au moment où il a touché la surface, il s'est mis à se dissoudre. Le rouge vif de ses feuilles s'est répandu comme du sang dans l'eau. La plante entière s'est transformée en une espèce de liquide noirâtre, visqueux, qui a tournoyé quelques instants avant de disparaître dans le siphon avec un gargouillis sinistre. Je suis resté figé, incapable de bouger ou de penser. Ce n'était pas possible. Une plante ne pouvait pas faire ça. Pourtant, c'était ce que j'avais vu, de mes propres yeux. Quand enfin mes jambes ont accepté de se mouvoir, j'ai inspecté les toilettes. Il n'y avait plus rien. Pas de terre, pas de traces du bromélia. Juste de l'eau claire. Le lendemain, j'ai montré les photos des traces de terre à mes amis. Personne ne m'a cru. On m'a dit que j'avais sûrement imaginé, que j'avais fait un cauchemar. Mais je sais ce que j'ai vu. J'ai essayé de retourner au marché, espérant trouver la vieille dame. Peut-être qu'elle pourrait m'expliquer ce qui s'était passé. Mais elle n'était plus là. Son stand avait disparu comme s'il n'avait jamais existé. Je ne sais toujours pas ce que c'était. Une hallucination? Une farce perverse? Tout ce que je sais, c'est que depuis ce jour, je n'ai plus jamais voulu de plante chez moi. Parce qu'à chaque fois que je passe devant un fleuriste, que je vois un bromélia, j'ai ce souvenir glaçant qui remonte. Je n'étais pas folle. Cette chose n'était pas une simple plante. J'ai toujours eu un faible pour les livres d'occasion.
Il y a quelque chose de fascinant à explorer les récits d'un ouvrage qui a déjà été entre les mains d'autres personnes, à imaginer les vies qu'il a traversées. Alors, quand je suis tombé sur ce livre un soir, négligemment posé à côté d'une poubelle dans une ruelle déserte, je n'ai pas pu résister. Sa couverture, bien que vieillie par le temps, portait une étrange aura de mystère. Il n'y avait ni titre ni nom d'auteur, juste une reliure usée et des pages jaunies. Par pur réflexe, je l'ai pris et ramené chez moi. De retour dans mon appartement, je me suis installé confortablement et j'ai commencé à lire. Le début du livre semblait être une simple histoire de science-fiction. Un héros parcourait des galaxies lointaines, explorant des mondes inconnus tout en luttant contre des créatures extraterrestres. Rien de vraiment original, mais l'écriture était suffisamment captivante pour retenir mon attention. J'ai poursuivi ma lecture pendant plusieurs heures, m'immergeant dans ce récit classique de science-fiction. Cependant, quelque chose d'étrange m'a frappé lorsque j'ai atteint la moitié du livre. À partir de la page 150, plus un seul mot n'était inscrit sur les pages. Le reste du livre, près de 100 pages, était entièrement vierge. Cela m'a interpellé, mais je n'y ai pas accordé trop d'importance. Je me suis dit que c'était probablement une copie inachevée ou une erreur d'impression. Après tout, ces livres d'occasion ont souvent des défauts. J'ai laissé le livre sur l'étagère de mon salon, parmi d'autres ouvrages que je collectionne, et je suis passé à autre chose. Les jours suivants se sont écoulés sans que je pense vraiment à cet étrange volume. Puis, lors d'un après-midi tranquille, un ami est venu me rendre visite. Tandis que nous discutions de tout et de rien, il a pris le livre et a commencé à le feuilleter d'un air distrait. C'est à ce moment-là que quelque chose d'inexplicable s'est produit. Il a remarqué que, là où il n'y avait que des pages blanches, du texte avait soudainement fait son apparition. Les phrases inscrites étaient des bribes de conversation que nous avions eues récemment. Je les ai reconnues immédiatement. Certaines d'entre elles étaient des mots exacts que j'avais prononcés devant lui. Cela n'avait aucun sens. Il était impossible que ces phrases se retrouvent là. Pourtant, elles y étaient, calligraphiées avec précision, comme si quelqu'un avait écouté chaque mot et les avait ensuite soigneusement retranscrits. Un malaise grandissant s'est installé en moi. Les jours suivants, j'ai évité de penser à ce livre, essayant de me convaincre qu'il ne s'agissait que d'une coïncidence, peut-être d'un hasard bizarre. Mais au fond, je savais que quelque chose d'étrange se tramait. Je n'avais parlé à personne de cet incident, préférant garder ce sentiment d'incompréhension pour moi. Quelques jours plus tard, alors que je feuilletais le livre de nouveau, je me suis rendu compte avec effroi qu'un nouveau texte était apparu sur les pages vides. C'était une retranscription complète d'une conversation que j'avais eue la veille avec un collègue de travail. Ce collègue n'avait jamais mis les pieds chez moi. Chaque mot, chaque détail de notre discussion était noté dans le livre. Pire encore, certaines phrases n'étaient pas verbalisées, mais correspondaient à mes pensées, des réflexions personnelles que je n'avais jamais partagées avec qui que ce soit. L'incrédulité a laissé place à la terreur. Je savais désormais que ce livre n'était pas normal. Quelque chose, ou quelqu'un, écoutait mes paroles et mes pensées les plus intimes, et les consignait dans ces pages vierges. Plus j'y pensais, plus cela me semblait absurde, et pourtant le phénomène était bien réel. Le livre, d'une manière inexplicable, écrivait ma vie. Poussé par une obsession de comprendre ce qui se passait, j'ai décidé de mener une enquête personnelle. Je me suis assis à mon bureau avec le livre, notant chaque détail, chaque changement qui apparaissait. J'ai examiné les pages sous la lumière, cherchant un indice, un signe qui m'aurait échappé. J'ai comparé l'écriture avec la mienne, celle de mes amis, et même avec des échantillons d'écriture trouvés dans d'autres livres. Mais rien ne correspondait. Tout semblait unique, comme si ce livre avait sa propre volonté, sa propre conscience. Les heures passées et une sensation de fatigue oppressante m'a soudainement envahi. C'était une sensation que je n'avais jamais ressentie auparavant, comme si tout mon corps était alourdi, incapable de bouger. Mes paupières se fermaient malgré moi, mon esprit luttait pour rester éveillé. Puis, le noir complet. Une fatigue surnaturelle m'avait plongé dans une inconscience totale. Je me suis réveillé le lendemain matin, toujours assis à mon bureau, la tête appuyée sur mes bras. Mon corps était engourdi, comme s'il avait été paralysé toute la nuit. Le livre, lui, n'était plus là. À la place, un petit tas de cendres reposait à côté de moi.
Il ne restait rien du livre. Pas une page, pas une couverture. Seulement ces cendres grises, témoins d'un événement que je n'arrivais pas à expliquer. Je suis resté là, abasourdi, incapable de bouger ou de penser clairement. Tout ce qui s'était passé semblait irréel, comme un mauvais rêve. Mais la réalité était indéniable, le livre avait disparu, brûlé ou détruit d'une manière que je ne pouvais concevoir. Mes souvenirs des pages qui se remplissaient de mes propres pensées me hantaient. Désormais, une paranoïa constante me ronge. Je suis devenu méfiant, suspicieux de tout et de tout le monde. J'ai installé des caméras dans chaque recoin de mon appartement, cherchant à capturer l'ombre d'une explication. Je vérifie chaque enregistrement, analysant chaque mouvement, chaque bruit. Je ne parle plus seul, de peur que ces paroles ne réapparaissent quelque part ailleurs. Depuis cet événement, je n'ai jamais revu ce livre. Il n'existe aucune preuve tangible de ce qui s'est passé. Juste mes souvenirs et cette peur viscérale qui ne me quitte plus. Je vis avec la certitude que quelque chose d'étrange et de malsain s'est produit. Je ne sais pas ce que c'était, ni pourquoi cela s'est manifesté. Tout ce que je sais, c'est que, depuis ce jour, j'ai l'impression d'être constamment surveillé. Parfois, j'ai même l'étrange sentiment que quelqu'un, quelque part, continue à écrire ma vie sur des pages invisibles, attendant patiemment que je prononce ou pense quelque chose de nouveau. J'ai grandi dans cette maison depuis toujours. Chaque recoin, chaque arbre, chaque pierre dans le jardin m'est familier. Pourtant, il y a un élément qui n'a pas sa place. Un arbre immense, au tronc si large et aux branches si hautes qu'il paraît dominer toute la rue. Il est étrange, parce que je suis absolument certaine qu'il n'a pas toujours été là. Quand j'étais enfant, cet arbre n'existait pas. Je jouais souvent dans ce coin du jardin et il n'y avait qu'un petit massif de fleurs. Pourtant, aujourd'hui, il est là, enraciné comme s'il avait toujours été présent. Un colosse d'un autre âge, son écorce ridée et ses branches tordues semblant témoigner de plusieurs siècles d'existence. Comment est-ce possible? Comment un arbre aussi grand et ancien a-t-il pu apparaître du jour au lendemain, comme s'il avait toujours fait partie du paysage? Dès le premier jour, cet arbre m'a dérangé. Chaque fois que je passe devant, une sensation de malaise m'envahit. Je l'ai ignoré au début, me disant que c'était juste une impression. Mais, peu à peu, ces sensations se sont amplifiées. Parfois, quand je suis seul à côté de lui, j'ai l'impression d'entendre des murmures, comme si des voix chuchotaient doucement mon nom entre le bruissement des feuilles. J'essaie de me convaincre que c'est juste le vent, mais le vent ne chuchote pas des noms. J'aime lire dehors, sur un banc près de l'arbre, même si je garde toujours une certaine distance. Et chaque fois, les murmures reprennent. Ils semblent s'intensifier quand je m'installe, jusqu'à ce que je sente un frisson me parcourir et décide de rentrer. Le soir, depuis ma chambre, je peux voir cet arbre par la fenêtre. Il est juste là, majestueux et menaçant à la fois. Mais parfois, quand je regarde depuis un certain angle, il semble qu'il n'y ait rien à cet endroit. Un vide étrange, comme si l'arbre disparaissait momentanément. Je me suis dit que c'était une illusion d'optique, un jeu d'ombre provoqué par les lumières de la rue. Mais tout a changé cette nuit-là. Je m'étais endormi tard, le sommeil troublé par de mauvais rêves dont je ne me souvenais plus vraiment. Vers 2 heures du matin, je me suis réveillé en sursaut. Un son étrange m'avait tiré de mon sommeil. C'était comme un murmure, mais beaucoup plus proche, presque à l'intérieur de ma chambre. Quelqu'un ou quelque chose prononçait doucement mon nom. Encore et encore. Avec hésitation, je me suis levé et ai jeté un coup d'œil à travers la fenêtre. Je ne m'attendais pas à voir ce que j'ai vu. Les branches de l'arbre, elles bougeaient. Pas à cause du vent, non. Elles s'agitaient comme si elles avaient une volonté propre. Les plus longues s'étaient étendues jusqu'à ma fenêtre et grattaient doucement contre la vitre, cherchant à ouvrir le loquet. Mon nom continuait de résonner dans la pièce, chuchoté par une voix qui semblait provenir de partout et de nulle part à la fois. Paniqué, j'ai crié de toutes mes forces. Mes parents ont déboulé dans ma chambre, le visage pâle, me demandant ce qui se passait. Tremblante, je leur ai raconté ce que j'avais vu, mais quand ils ont regardé par la fenêtre, les branches étaient sagement à leur place. L'arbre semblait endormi, innocent. Juste un vieux chêne silencieux dans le jardin. Ils m'ont rassuré,
pensant que j'avais simplement fait un cauchemar. Après tout, il était 2 heures du matin, j'étais à moitié éveillé, encore en proie aux vestiges de mon rêve. Ils ont fini par retourner se coucher. Mais moi, je savais. Je savais que ce n'était pas un rêve. Le lendemain matin, lorsque je suis sorti dans le jardin pour vérifier l'arbre de plus près, quelque chose n'allait pas. L'arbre semblait différent. Il était plus petit. Ou bien ses branches étaient moins imposantes. En m'approchant, j'ai touché son écorce, et cette sensation de malaise qui me glaçait le sang depuis toujours avait disparu. Je ne savais pas quoi penser. C'était comme si l'arbre avait perdu quelque chose de son pouvoir, de sa présence oppressante. Peut-être avait-il été blessé quand il a essayé de m'atteindre? De pénétrer dans ma chambre? Je ne l'ai jamais su. Mais depuis cette nuit, je ne peux plus regarder cet arbre sans ressentir une profonde appréhension. Il est toujours là, dans le jardin. Plus petit, plus discret, mais toujours présent. Je l'évite autant que possible, mais je sais qu'il m'observe. Peut-être attend-il une autre nuit, un autre moment de faiblesse pour essayer à nouveau. Je vis dans une petite maison isolée, nichée au cœur des montagnes du nord de l'Espagne. C'est un endroit magnifique, entouré de forêts denses et de sentiers escarpés qui serpentent à travers les collines. J'ai grandi ici, et j'y ai toujours trouvé une paix que je ne retrouvais nulle part ailleurs. Pourtant, cette tranquillité a quelque chose de trompeur, car lorsque la nuit tombe et que le silence devient absolu, une étrange atmosphère s'installe, presque palpable. Ces derniers temps, cette atmosphère s'est épaissie, comme si la forêt elle-même retenait son souffle. Je vis avec ma sœur Martha depuis quelques mois. Elle a quitté Madrid pour chercher un peu de calme après une période difficile. Nous avions vite retrouvé nos habitudes d'enfance, les longues balades en forêt, les soirées passées devant la cheminée et les repas partagés. Ce soir-là, Martha était épuisée et s'était couchée tôt. Je l'avais vue fermer la porte de sa chambre vers 22 heures, éteignant la lumière avant de sombrer dans le sommeil. De mon côté, je suis resté un moment dans le salon, plongé dans un vieux roman que j'avais retrouvé au grenier. Le vent dehors siffle souvent entre les branches des arbres, faisant grincer les volets, mais je ne m'en inquiète plus. C'est une musique familière pour moi, qui m'apaise d'ordinaire. Cependant, ce soir-là, ce son avait quelque chose d'étrange, une tonalité que je n'avais jamais remarquée auparavant. Je me sentais nerveux, mais j'essayais de ne pas y prêter attention. Puis, un bruit inattendu a rompu la quiétude, quelqu'un frappait doucement à la porte d'entrée. Je me suis figé. Qui pouvait bien être là à cette heure? Nous vivions loin de tout, et personne ne venait jamais nous voir, encore moins en pleine nuit. Le cœur battant, j'ai posé mon livre et me suis levé. À travers la petite fenêtre près de la porte, je n'apercevais que la brume et quelques ombres mouvantes. Je me suis approché de la porte et ai jeté un coup d'œil à travers le judas. Mes muscles se sont tendus, et une vague de confusion m'a submergé. C'était Martha. Elle se tenait là, debout sur le perron, vêtue de sa chemise de nuit blanche, ses cheveux noirs tombant sur ses épaules. Ses yeux étaient fixés sur la porte, inexpressifs et vides. La scène était absurde. Je savais pertinemment que Martha dormait dans sa chambre. Je l'avais vue se coucher quelques heures plus tôt. Un frisson m'a parcouru le dos. Je me suis retourné vers le couloir. La porte de sa chambre était fermée, plongée dans le noir. J'ai poussé la porte lentement et, là, sous la lueur vacillante de la lampe de chevet, Martha dormait paisiblement dans son lit. Son souffle était régulier, sa position détendue. Un sentiment d'irréalité totale m'a envahi. Mon esprit refusait d'accepter ce qui se passait. Je suis retourné à la porte d'entrée, le corps en alerte. Le cœur battant à tout rompre, j'y regardais à nouveau par le judas. Martha était toujours là, dehors. Mais quelque chose n'allait pas. Sa silhouette semblait légèrement floue, comme si elle n'était pas tout à fait réelle. Ses traits semblaient se déformer légèrement à chaque instant, ses yeux se creusant de plus en plus. Elle ne bougeait pas, se contentant de me fixer avec cette intensité oppressante. Le malaise grandissait en moi, devenant insoutenable. Puis, tout à coup, elle a esquissé un sourire. Un sourire si large qu'il ne semblait pas humain. Lentement, elle a levé la main vers le judas, ses doigts semblant s'allonger étrangement,
frôlant la surface de la porte. Un rire bas et grotesque s'est élevé, résonnant dans le silence de la nuit, déformé et distant. J'ai fait un pas en arrière, le souffle court, incapable de détacher mon regard de cette chose qui ressemblait à ma sœur mais qui n'était clairement pas elle. Elle a cessé de sourire, et ses lèvres se sont mises à bouger. Elle prononçait quelque chose, mais aucun son ne parvenait à mes oreilles. Pourtant, dans ma tête, une voix semblable à celle de Martha murmurait des mots que je ne comprenais pas. C'était comme un bourdonnement sourd, se mêlant à mes propres pensées. Soudain, la silhouette a changé. Elle s'est étirée, grandissant de façon grotesque. Ses bras se sont allongés jusqu'à toucher le sol, et son cou s'est tordu dans une position anormale. Ses yeux, autrefois vides, brillaient maintenant d'une lueur malsaine, et son visage a commencé à se lisser, perdant progressivement ses traits humains. Ce n'était plus Martha. C'était quelque chose d'autre. Quelque chose qui imite, mais qui ne comprend pas. Une pâle copie, une imitation grotesque. La créature a continué à me fixer un long moment, puis elle s'est lentement penchée en arrière, se détachant du Judas pour disparaître dans l'obscurité. Je me suis précipité vers la fenêtre pour la suivre du regard, mais je ne voyais que l'ombre des arbres et la brume qui s'épaississait. Un craquement a soudain retenti derrière moi, venant de l'escalier. Mon souffle s'est coupé. Je me suis retourné lentement. Là, sur la première marche, une silhouette humanoïde, entièrement lisse et sans visage, m'observait. Ses bras anormalement longs s'étiraient vers le sol, son corps légèrement courbé comme si elle se préparait à bondir. Un son sourd, presque un grognement, émanait de cette chose. J'ai senti une terreur primale s'emparer de moi, mon corps se paralysant sous le choc. Puis, tout s'est passé très vite. J'ai reculé d'un bond, trébuchant sur le tapis, et me suis mis à courir. J'ai foncé vers la chambre de Martha, les réveillé brusquement, mais elle ne comprenait rien. La créature avait disparu. Essoufflé, les jambes tremblantes, j'ai essayé de lui expliquer, mais les mots me manquaient. Nous sommes restés enfermés dans sa chambre jusqu'au matin, les yeux rivés sur la porte. Le lendemain, je n'ai retrouvé aucune trace de cette apparition. Aucun signe d'une quelconque présence, ni dehors, ni dans la maison. Mais je savais que ce n'était pas un rêve. Depuis cette nuit, je n'ai plus jamais ouvert la porte après le coucher du soleil. Quelque chose vit dans cette forêt, quelque chose qui peut prendre des formes qu'il ne devrait pas. Cela a commencé par un rêve. Au début, c'était flou, presque indistinct. Je me voyais, ou plutôt quelqu'un qui me ressemblait, marcher dans des endroits que je ne connaissais pas. Des ruelles sombres, des bâtiments abandonnés, des parcs que je n'avais jamais visités. Chaque nuit, le rêve semblait devenir plus concret, plus réel. J'étais là, dans un coin sombre d'une ville qui ne m'était pas familière, observant des visages inconnus, écoutant des conversations qui ne faisaient aucun sens. Je sentais la froideur du béton sous mes pieds, l'humidité poisseuse de l'air. Tout était d'une précision troublante. Dans ces rêves, je n'étais pas vraiment moi. Je savais que j'avais la même apparence, mais l'entité qui me contrôlait agissait différemment. Elle parlait d'une voix plus grave, ses mouvements étaient plus lents, plus calculés. Ce n'était pas mon corps, même si c'était le mien en apparence. C'était comme être un spectateur impuissant, piégé dans ma propre enveloppe. Un matin, après une de ces nuits troublées, je me suis réveillé en sursaut, le cœur battant la chamade. Je me souvenais parfaitement du rêve. J'avais traversé un quartier délabré, pris un verre dans un bar miteux avant de rentrer dans un vieil immeuble délabré. Je me souvenais distinctement de la porte d'entrée, peinte en rouge avec une fissure en forme d'éclair le long du cadre. La scène était si vivide que j'avais encore l'odeur de la poussière et du bois moisi dans les narines. Mais ce qui m'a vraiment frappé ce matin-là, c'est ce que j'ai trouvé sur ma table de chevet. Une carte de visite. Noire, avec un logo d'entreprise que je n'avais jamais vu auparavant. Et au verso, une adresse. L'adresse du bâtiment que j'avais vu dans mon rêve. Je n'avais jamais été dans ce quartier, et je n'avais jamais vu cette carte auparavant. Mes mains tremblaient en la tenant. Comment était-elle arrivée ici? J'étais sûr d'avoir verrouillé la porte la veille. Mon appartement est petit et sécurisé, il n'y a aucune chance que quelqu'un soit entré sans que je le remarque. La peur a commencé à me ronger, une peur viscérale,
parce que cela ne pouvait pas être une simple coïncidence. Le lendemain, j'ai fait de mon mieux pour ignorer cet incident, pensant que ce n'était qu'un jeu de mon esprit. Mais la nuit suivante, le rêve est revenu, encore plus réaliste. Cette fois, je ou ce double de moi me suis retrouvé dans un appartement délabré, situé au dernier étage de l'immeuble que j'avais vu la veille. L'endroit était sombre, poussiéreux, rempli de vieilles boîtes et de meubles recouverts de draps blancs. Il y avait une sensation d'abandon, comme si personne n'avait mis les pieds ici depuis des années. Et pourtant, j'ai vu des traces de pas dans la poussière, menant vers une porte entr'ouverte au fond de la pièce. Je l'ai poussée et suis entré. Là, sur une petite table bancale, se trouvait un objet familier. Un vieux portefeuille en cuir, usé par le temps. Mon portefeuille, celui que j'avais perdu il y a plusieurs mois dans un café. À l'intérieur, mes cartes de crédit, ma pièce d'identité, tout était là. Je me suis réveillé en sursaut, le souffle court, la sueur collant mes draps à ma peau. Et là, sur le bureau, à côté de mon lit, il y avait le portefeuille. Exactement comme dans le rêve. Mon portefeuille, avec tout ce qu'il contenait à l'époque de sa perte. C'est devenu une obsession. Chaque nuit, je rêvais de ce double de moi, parcourant ces lieux que je ne connaissais pas. Parfois, il parlait à des gens dans des langues que je ne comprenais pas. D'autres fois, il observait depuis les ombres, comme s'il traquait quelqu'un. Mais il y avait toujours un détail qui se manifestait dans le monde réel à mon réveil, un ticket de métro usé que je n'avais jamais acheté, une clé rouillée à côté de mon lit, une cigarette écrasée dans le cendrier, alors que je ne fume pas. Un matin, je me suis réveillé pour trouver des traces de boue sur mes chaussures, et mes pieds étaient douloureux, comme si j'avais couru toute la nuit. Mais le pire, c'était l'odeur de terre humide qui imprégnait tout mon appartement, me rappelant vaguement celle d'un cimetière. Je me suis levé en panique, sentant l'étau de la folie se refermer autour de moi. J'ai fouillé tout l'appartement, cherchant un indice qui pourrait m'aider à comprendre ce qui se passait. Et c'est là que je l'ai vu. Une photo posée sur la table du salon. Elle n'était pas là la veille. Sur la photo, je me tenais devant un bâtiment que je n'avais jamais vu. Mon expression était froide, distante. À côté de moi, une femme inconnue souriait, sa main posée sur mon épaule. Au bas de la photo, griffonnée à la hâte, une phrase « Reviens ce soir. Nous t'attendons ». La panique s'est emparée de moi. Qui était cette femme? Pourquoi mon double menait-il une vie parallèle? Et pourquoi avais-je l'impression que tout cela était plus qu'un simple rêve? J'ai passé le reste de la journée dans un état de torpeur, incapable de distinguer le réel de l'illusion. Cette nuit-là, j'ai pris une décision. J'allais confronter ce double. J'ai laissé toutes les lumières de l'appartement allumées, m'armant de la seule chose qui me semblait encore rationnelle, un vieux couteau de cuisine. J'ai attendu, le couteau serré dans ma main, l'esprit sur le point de se briser. Aux premières heures du matin, alors que le sommeil me prenait malgré moi, une silhouette est apparue devant moi. C'était moi, mais ce n'était pas moi. Le sourire sur son visage était déformé, ses yeux brillaient d'une lueur malsaine. Il a tendu la main vers moi, et avant que je ne puisse réagir, tout est devenu noir. Je me suis réveillé le lendemain, allongé dans mon lit, le couteau toujours à la main. Mais quelque chose avait changé. Il y avait des éraflures profondes sur la porte de ma chambre, comme si quelqu'un avait essayé de l'ouvrir de force. Depuis ce jour, les rêves ont cessé. Mais je ne peux m'empêcher de penser à ce qui se serait passé si j'avais suivi ce double, si j'étais allé là où il m'entraînait chaque nuit. Parfois, j'ai l'impression que je ne suis plus vraiment moi-même, que quelque chose a pris ma place cette nuit-là. Et quand je me regarde dans le miroir, je vois cette lueur étrange, cette lueur qui n'était pas là avant. Depuis aussi loin que je me souvienne, il y avait ce tableau accroché dans le salon de ma grand-mère. C'était une peinture éclatante, presque hypnotique, qui contrastait étrangement avec l'atmosphère vieillissante et austère de sa maison. Le cadre doré, finement sculpté, semblait appartenir à une autre époque, tout comme les couleurs vives qui en jaillissaient. La scène représentait un paysage imaginaire, un champ de fleurs multicolores, des arbres au feuillage écarlate et doré, un ciel d'un bleu profond parsemé de nuages d'un blanc pur, comme de la crème. Chaque fois que j'allais chez elle étant enfant, je restais planté devant ce tableau pendant des heures,
captivé par ces détails qui semblaient presque trop vivants, trop vibrants. En grandissant, j'ai continué à le contempler, mais quelque chose avait changé. Ce que je voyais, ou plutôt ce que je ne voyais plus, me troublait. Il me semblait parfois que des détails disparaissaient, que certains éléments n'étaient plus à leur place. Un jour, je me souviens m'être concentré sur une grande fleur jaune au centre de la peinture. Lors de ma visite suivante, cette fleur n'y était plus. À la place, il y avait un amas de petites fleurs bleues que je n'avais jamais remarquées auparavant. À d'autres moments, c'était un arbre qui semblait avoir changé de forme, ou un oiseau dans le ciel qui n'avait jamais été là auparavant. J'en avais parlé à ma grand-mère, mais elle avait simplement souri de ce sourire mystérieux qu'elle arborait souvent ces dernières années. Elle disait que le tableau était vivant, que les éléments bougeaient quand personne ne regardait. C'était, selon elle, une fenêtre vers un monde que nous ne pouvions pas comprendre. Au début, j'avais mis cela sur le compte de son imagination débordante, le genre de conte qu'on raconte aux enfants pour les émerveiller. Mais plus le temps passait, plus sa santé mentale déclinait. La démence avait commencé à s'emparer de son esprit. Ses propos devenaient de plus en plus incohérents, perdant peu à peu leur lien avec la réalité. Cependant, à chaque fois que je revenais sur ce sujet du tableau, elle restait étrangement lucide. Elle me répétait, le regard fixe, que le tableau n'était pas qu'une simple peinture. Parfois, ajoutait-elle d'une voix tremblante, elle voyait une ombre se déplacer dans la pièce, tard dans la nuit, comme si quelque chose se détachait du tableau pour errer dans la maison. Je mettais ça sur le compte de la vieillesse, me disant que son esprit était de plus en plus embrouillé, que peut-être elle voyait la mort approcher. Les mois passèrent, et son état se détériora encore plus. Jusqu'au jour où tout bascula. Un matin, n'ayant pas eu de ses nouvelles depuis quelques jours, je me rendis chez elle. La maison était plongée dans le silence. Ce genre de silence pesant, où chaque craquement de bois semble résonner comme un coup de tonnerre. J'ai tout de suite senti que quelque chose n'allait pas. En entrant dans le salon, l'odeur âcre de l'air vicié me prit à la gorge. Ma grand-mère était là, assise sur son vieux canapé, figée dans une posture inconfortable. Elle était morte depuis plusieurs jours, son visage marqué par une expression que je ne pouvais interpréter. Surprise? Peur? Tristesse? Je ne le saurais jamais. Le choc fut immense. Je restai longtemps immobile, paralysé par la vision de son corps sans vie. J'appelai les secours et m'occupai des démarches nécessaires. La maison fut plongée dans le deuil et, quelques semaines plus tard, il fallut commencer à vider les lieux. C'est à ce moment-là que je fis la découverte la plus troublante de toute cette histoire. En passant dans le salon, mon regard fut naturellement attiré par le tableau. Mais ce que je vis cette fois-là me glaça le sang. Ce n'était plus le tableau vibrant et coloré que j'avais toujours connu. La scène était méconnaissable. Les couleurs étaient ternes, presque grises. Le champ de fleurs avait disparu, laissant place à un paysage désolé, comme une version morte de l'original. Les arbres n'étaient plus que des silhouettes décharnées, et le ciel, autrefois d'un bleu éclatant, s'étendait en un gris pâle et lugubre. C'était comme si la vie s'était retirée du tableau. Je m'approchai, le souffle court, les mains moites. Comment cela était-il possible? Ce n'était pas le même tableau. Les détails étaient devenus confus, presque indistincts. La toile semblait me renvoyer une sensation de vide absolu. Comme si tout ce qui faisait sa particularité, tout ce qui attirait mon regard depuis des années, avait disparu. J'ai parcouru la maison de fond en comble, pensant que peut-être ma grand-mère avait échangé le tableau, ou que quelqu'un l'avait remplacé. Mais il n'y avait aucune trace d'un autre tableau, aucune indication de changement. Tout semblait indiquer que c'était bien le même cadre, la même toile, mais elle avait changé. S'était-elle transformée? Ou bien avait-elle toujours été ainsi, attendant patiemment ce moment? Je repensais alors aux paroles de ma grand-mère. À ces ombres qu'elle prétendait voir dans le salon la nuit. Et si elle n'avait pas imaginé tout cela? Et si elle avait réellement vu quelque chose bouger, se déplacer? Peut-être ce tableau était-il vraiment vivant, comme elle le disait, d'une manière que je ne pouvais pas comprendre. Peut-être savait-elle quelque chose que j'avais toujours refusé d'admettre. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais regardé une peinture de la même manière. Parfois, je rêve de ce tableau, des couleurs éclatantes qui dansent sous mes paupières fermées.
et à chaque réveil, une angoisse sourde me prend à la gorge. Parce que je sais, au fond de moi, que ce tableau n'était pas juste une peinture. C'était bien plus. Quelque chose d'indéfinissable et de dangereux. Ma grand-mère le savait. Et peut-être que, maintenant, elle fait partie de ce paysage éteint, de cette toile vide, comme si le tableau avait emporté une part d'elle avec lui. Cette expérience s'est déroulée vers 1h20 du matin, la veille de Noël 2018. Je vis dans le sud-ouest de l'État de Washington et j'avais loué une maison de vacances à Lincoln City, dans l'Oregon, pour accueillir ma famille ainsi que celle de ma sœur, qui arrivait d'Hawaï pour passer les fêtes de Noël. Nous étions tous arrivés à la location vers 15h. Aux alentours de 19h30, mon fils a commencé à crier mon nom. Il m'a dit que mon petit-fils de 1 an avait attrapé mon étui contenant mes médicaments pour la tension artérielle. Et effectivement, une de mes pilules manquait. Nous avons paniqué et appelé le centre antipoison, qui nous a conseillé de contacter les urgences immédiatement. Ils ont envoyé une ambulance et emmené mon petit-fils dans un petit hôpital de la région. Le personnel de l'hôpital a fait tout ce qu'il pouvait, mais ils nous ont expliqué qu'ils n'étaient pas équipés pour gérer ce type de situation et que mon petit-fils devait être transféré à l'hôpital pour enfants Randall à Portland, dans l'Oregon. Ainsi, la veille de Noël, une ambulance pédiatrique a été dépêchée depuis Randall pour venir à Lincoln City, ce qui représentait environ 2h30 à 3h de route en raison du trafic des fêtes. Elle est arrivée vers minuit pour récupérer mon petit-fils. La femme de mon fils est montée dans l'ambulance avec lui pour le trajet jusqu'à Randall. Mon fils et moi sommes retournés à la maison de plage pour récupérer des couches et des vêtements, et nous avons pris la route pour Randall aux alentours de minuit 30. C'est à ce moment-là que nous avons vécu quelque chose que mon fils et moi n'oublierons jamais de notre vie. Nous étions sur la route depuis environ 1 heure et venions de passer le Spirit Mountain Casino sur la route 18, dans une zone agricole isolée entre Bellevue et Semineville. La route n'a que 2 voies et est complètement déserte à cette heure de la nuit. Le trajet était très émotionnel, car je me sentais extrêmement coupable d'avoir mis mes médicaments dans une poche latérale de mon sac, à un endroit où mon petit-fils avait pu y accéder. J'étais terrifié pour lui et en larmes. Mon fils était également très contrarié et même s'il essayait de le cacher, je savais qu'il me tenait responsable. Bref, voici la partie étrange. Alors que nous roulions, j'ai remarqué que mon fils se déportait légèrement sur la route, il commençait à s'endormir. Je lui ai demandé 2 fois s'il se sentait capable de conduire et de faire attention. Étant très préoccupé par le fait qu'il puisse s'endormir, je restais très vigilante, observant à la fois mon fils et la route, m'assurant qu'il ne s'endorme pas. Nous roulions à environ 90 km/h. Quant au loin, nous avons tous les deux vu ce que nous pensions être un cerf courant dans notre voie, venant droit sur nous. Mais en l'espace de quelques secondes, nous avons réalisé que ce n'était pas un cerf, mais un cheval de couleur dorée. Il devait être à environ 90 mètres à ce moment-là. Il s'est rapidement rapproché, car comme je l'ai dit, nous roulions à environ 90 km/h. Quand il était à environ 45 mètres, il a bondi en l'air et s'est instantanément transformé en un immense hibou, juste sous nos yeux. L'envergure de ses ailes s'étendait au-delà de notre voie. Mon fils et moi estimons qu'il mesurait entre 3 et 5 mètres d'envergure. C'était gigantesque. Dès que nous avons vu cela, mon fils a crié « Qu'est-ce que c'est que ça ?» et a brusquement viré à gauche pour l'éviter. Au même moment, le hibou a atterri environ 15 mètres devant nous, sur notre droite, dans la petite zone en dehors de la ligne blanche, comme sur une piste cyclable. Le hibou a rentré sa tête et ses ailes contre son corps, comme s'il était effrayé, ou essayait de se cacher. En passant à côté de lui, j'ai pu bien le voir par ma fenêtre. Même replié ainsi, il arrivait à peu près en bas de la fenêtre de la Subaru. Il semblait un peu plus large qu'un ballon de plage. Il mesurait environ 1 mètre de haut et 50 ou 60 cm de diamètre. Cet animal était incroyablement grand. Après cet incident, c'était comme si nous étions tous les deux plongés dans une sorte de transe. Cela nous a affectés de la même manière. Nous n'avons pas échangé un seul mot durant le reste du trajet jusqu'à l'hôpital. Nous avons tous les deux perdu toute sensation de fatigue et une sorte de calme alerte et de lucidité a pris le dessus. Je n'ai même plus ressenti la peur qu'il s'endorme après cette rencontre. Le souvenir de cette expérience est resté très clair,
mais la curiosité et l'émerveillement ne nous ont frappés que le lendemain après-midi, alors que nous repassions par cette même zone après que mon petit-fils ait été libéré de l'hôpital. C'est comme si nous nous étions soudainement dit, mais qu'est-ce que c'était que cette chose que nous avons vue hier soir, et tout a commencé à ressortir en nous. Nous décrivions exactement la même chose, mot pour mot. La femme de mon fils nous posait des questions à ce sujet, et nous lui donnions les mêmes réponses spontanément. C'était époustouflant. À ce jour, nous en parlons encore et nous nous demandons ce que nous avons bien pu voir cette nuit-là. Nous pensons tous les deux qu'il s'agissait d'une créature mythique ou d'un métamorphe. Nous sommes également d'accord pour dire que, quoi que ce fût, c'était bienveillant et ne nous voulait aucun mal. Peut-être même que c'était un gardien ou peut-être avons-nous été témoins de quelque chose par accident, quelque chose que nous n'étions pas censés voir. Quoi qu'il en soit, juste le fait que nous l'ayons vu ensemble me fait me sentir incroyablement chanceuse et bénie d'avoir eu la preuve de mes propres yeux que les esprits animaux, les métamorphes ou les créatures magiques existent bel et bien. Cela me fait me demander si les histoires de fées, de sirènes, de Pégase et même de Nessie ne sont pas, après tout, vraies. J'étais plongé dans les méandres d'un forum de discussion dédié au paranormal quand je suis tombé sur un sujet intitulé « Billy Corgan a vu un shapeshifter en personne ». Étant un fan de longue date de The Smashing Pumpkins et fasciné par tout ce qui touche au surnaturel, j'ai été immédiatement intrigué. Cette histoire remonte à l'interview de Billy Corgan dans The Howard Stern Show en 2017. Pendant l'émission, le chanteur avait mentionné un événement étrange et perturbant qui l'avait profondément marqué. Avec une retenue visible, il a expliqué qu'il avait vu une personne qu'il connaissait changer de forme sous ses yeux. Il n'a pas voulu donner trop de détails, mais il a confirmé que ce qu'il avait observé n'était ni une illusion ni une interprétation de son esprit. C'était une transformation réelle, physique. Il a précisé qu'il s'agissait de quelque chose d'inexplicable, sans pour autant en dire davantage. Son visage avait exprimé une gravité troublante pendant qu'il racontait cette histoire, ce qui a ajouté une certaine crédibilité à son témoignage. Ce qui a attiré mon attention, c'était la manière dont Corgan avait parlé de cet incident. Il n'avait pas essayé de l'expliquer ou de le rationaliser. Il semblait simplement accepter le fait qu'il avait été témoin d'un phénomène qu'il ne comprenait pas. Cela m'a tout de suite rappelé les nombreuses histoires de métamorphes que j'avais lues au fil des ans. Les métamorphes sont des entités qui reviennent dans de nombreuses cultures et légendes à travers le monde. On les décrit souvent comme des créatures capables de prendre n'importe quelle apparence, qu'il s'agisse d'un animal, d'un humain ou même d'une ombre mouvante. Certaines traditions les décrivent comme des esprits espiègles, d'autres comme des entités malveillantes cherchant à semer la confusion et la terreur. Et si l'on en croit ces récits, leur présence n'est pas anodine. J'ai commencé à chercher plus d'informations sur ce que Corgan aurait pu voir ce jour-là. Des témoignages de fans présents lors de l'interview racontaient que le chanteur avait eu un moment de flottement lorsqu'il parlait de cette expérience. Ses mains tremblaient légèrement, sa voix s'était brisée à quelques reprises, et son regard semblait fixé sur un point lointain, comme s'il revivait mentalement ce qu'il avait vu. Ce n'était pas la réaction d'une personne qui invente une histoire pour attirer l'attention. C'était celle de quelqu'un qui essayait encore de comprendre ce qu'il avait affronté. Les spéculations autour de cette histoire ont explosé sur les forums. Certains ont proposé qu'il s'agissait d'un simple tour de magie, d'une illusion, ou d'un rêve éveillé. Mais plus je relisais les détails, plus l'explication d'un métamorphe me semblait plausible. Le récit de Corgan coïncidait avec de nombreux témoignages similaires de personnes ayant été confrontées à ces créatures. Le moment où le visage et le corps de l'individu se tordent, les contours se floutent, avant de devenir quelque chose d'autre, d'inhumain. Une transformation qui défie toute logique. La théorie selon laquelle Corgan aurait rencontré un métamorphe a pris de l'ampleur dans mon esprit. Peut-être que cette créature vivait dans son entourage depuis un certain temps, se faisant passer pour une personne ordinaire, jusqu'à ce que, par inadvertance, elle révèle sa véritable nature. L'idée de voir quelqu'un qu'on croit connaître changer de forme, même brièvement, est terrifiante. Cela remet en question la réalité elle-même, car si quelqu'un peut se transformer, alors tout ce qu'on croit stable et familier peut, en un instant, devenir autre chose. Cette créature n'était peut-être pas un simple être malveillant, mais plutôt une entité cherchant à envoyer un message. La nature même des métamorphes est liée à la dissimulation et au jeu avec les perceptions. Ils s'intègrent, se fondent, puis se montrent dans leur véritable forme,
un peu comme s'il cherchait à rappeler que le monde n'est pas aussi ordonné que nous aimons le croire. Le plus dérangeant, c'est l'incertitude qui plane sur ce qu'il a réellement vu. Était-ce une créature en train de révéler son vrai visage ou juste une entité curieuse, explorant la réaction de son observateur? Quoi qu'il en soit, la réaction de Corgan, son hésitation, son refus d'en dire plus montre qu'il a été profondément bouleversé par cette rencontre. Même des années après, il n'a jamais reparlé de cet incident de manière détaillée, laissant planer un mystère oppressant autour de cet événement. Je ne peux m'empêcher de penser que ce métamorphe n'est peut-être pas unique. Si l'un d'entre eux a pu s'approcher de quelqu'un d'aussi connu sans être détecté, combien d'autres rôdent parmi nous, prenant l'apparence de nos amis, de nos collègues, ou même de nos proches? Corgan a peut-être simplement été l'un des rares à voir, ne serait-ce qu'un instant, le voile se lever sur leur véritable nature. Aux Fidji, il existe un esprit métamorphe, je ne me souviens plus du nom, désolé, dont ma mère m'a parlé. Elle m'a expliqué que cet esprit prend souvent l'apparence de personnes qui sont malhonnêtes ou qui cachent quelque chose. Il y a généralement des signes distinctifs pour reconnaître ces métamorphes, comme un comportement étrange ou le fait de porter des vêtements inhabituels qu'ils ne mettraient jamais. Il y a eu 2 incidents où ma propre famille a vécu cette expérience. Je vais commencer par l'histoire de mon frère. À l'époque, mon frère était un jeune adulte. Ce soir-là, il était à la maison avec nous. C'était aux premières heures du matin, entre 1h et 3h. Il avait déjà travaillé toute la journée et n'avait pas prévu de sortir. Imaginez donc la surprise du garde de sécurité qui était de service cette nuit-là, lorsqu'il a vu mon frère se tenir devant la grille de l'entrée, demandant à être laissé entrer. Le garde a dit qu'il avait ressenti une étrange sensation, comme si quelque chose n'allait vraiment pas, mais il a tout de même interagi poliment. Il a même fait remarquer qu'il pensait que mon frère avait déjà travaillé pendant la journée. Cependant, le frère en question a insisté pour qu'on le laisse entrer. Le garde a donc proposé de vérifier le registre de présence. Naturellement, il avait raison, mon frère était bien rentré à la maison après son travail. Mais lorsqu'il s'est retourné, il n'y avait plus personne à la grille. Le deuxième incident concerne ma cousine. On m'a raconté que cela lui était arrivé 2 fois, et à chaque fois, ma tante et mon oncle ont laissé entrer le métamorphe sans se rendre compte de la supercherie. L'un de ces incidents, dont je me souviens clairement, s'est produit lorsqu'elle avait cours. Elle s'était préparée et était partie pour l'école comme d'habitude. Mes oncles et tantes étaient en train de vaquer à leurs occupations matinales quand, peu de temps après, quelqu'un frappe à la porte. Ils ouvrent et voient leur fille, ma cousine. Sauf qu'elle était habillée d'un sulu-chamba, une tenue traditionnelle fidjienne, ce qui était étrange. Inquiet mais sans plus, ils la laissent entrer, trouvant qu'elle était inhabituellement silencieuse. Elle s'est ensuite dirigée vers la cuisine et a commencé à manger tout ce qu'elle pouvait trouver, sans s'arrêter, comme si elle n'avait pas mangé depuis des jours. Après cela, elle est allée directement dans sa chambre pour dormir. Elle a dormi jusqu'en début d'après-midi, s'est réveillée, puis est sortie de la maison sans dire un mot. Quelques minutes plus tard, la vraie cousine est rentrée à la maison, saluant ses amis et bavardant joyeusement de sa journée. Mes oncles et tantes étaient bien entendu sous le choc. Après vérification auprès de ses amis et de l'école, il s'est avéré qu'elle avait été présente toute la journée. Il semble que ces phénomènes soient plus fréquents que je ne le pensais, d'après les nombreux témoignages en ligne de personnes de mon pays. Par exemple, on raconte qu'un parent serait rentré à la maison en agissant de manière étrange, mangeant tout ce qu'il trouvait avant de repartir, pour que, quelques minutes plus tard, le vrai parent arrive en voiture dans l'allée. Ce genre de choses semble se produire plus souvent qu'on ne le pense. Quand nous étions petits, mes cousins et moi avions une cabane dans un buisson tout au bout du jardin, juste avant que celui-ci ne s'ouvre sur la lande. Étant en fauteuil roulant depuis ma naissance, c'est ma grand-mère qui a eu l'idée, au lieu de construire une cabane dans un arbre, de créer une cabane buisson au niveau du sol, plus sûre et plus pratique pour que tous les enfants puissent en profiter. Même si nous avons beaucoup protesté, car bien que je sois handicapé, j'avais l'habitude de grimper aux arbres dans les parcs environnants et sur la lande avec l'aide de mes cousins, bien sûr, la décision de ma grand-mère était sans appel. Elle était à la fois douce et aimante, mais aussi coriace et effrayante quand elle le voulait.
Nous ne la contredisions jamais. Nous nous sommes donc attelés à la tâche et avons choisi un buisson parfait pour notre nouvel espace de jeu. Une fois le buisson sélectionné, ma grand-mère a attribué les tâches aux garçons plus âgés. Ils devaient déblayer l'extérieur du buisson et creuser une petite cavité à l'intérieur. Ils ont aussi placé des morceaux de bois par terre pour créer un sol stable et permettre à mon fauteuil roulant de se déplacer facilement. Ma grand-mère, qui n'était pas si âgée à l'époque, a organisé les plus petits pour qu'ils s'occupent de la décoration et du confort de la cabane. Nous avons ramené des meubles, des accessoires et tout ce qui pouvait rendre notre nouvelle cachette plus accueillante. Un an plus tard, la cabane buisson était en pleine utilisation. Nous, les plus jeunes, y jouions après l'école, les week-ends et pendant les vacances. Le soir, c'était l'endroit parfait pour que les cousins plus âgés aient un peu d'intimité, loin des regards de grand-mère et de maman, pour faire leurs propres activités. Notre cabane était vraiment chaleureuse. Nous avions des chaises, des poufs et des coussins de sol offerts par des membres de la famille ou des amis. Nous avions même une petite table avec une nappe que nous avions confectionnée nous-mêmes, et notre tante Julia nous avait fait de jolis rideaux que nous avions accrochés du mieux possible. Nous avions aussi un petit placard où nous stockions des snacks, et, seulement quand les garçons plus âgés ou maman étaient là, nous pouvions utiliser un réchaud de camping pour réchauffer des haricots, des saucisses en boîte ou des nouilles instantanées et faire du thé. L'ami de bingo de grand-mère, Jean, nous avait même donné un vieux tapis. Il était usé et démodé, mais pour nous, c'était un trésor. C'était en plein milieu des vacances d'été, probablement au début juillet, quand cet événement s'est produit. Lydia et moi avions 7 ans, et Gabriel en avait 11. Notre cousin Arthur, le frère de Gabriel, était là plus tôt, mais vers 3 heures de l'après-midi, il en a eu assez de traîner avec nous et est parti retrouver ses copains. Ils avaient prévu de revenir plus tard pour nous préparer le dîner sur le réchaud. Lydia et moi étions assis à la table à jouer à un jeu de cartes appelé « Va-t'en, voisin » que nous avions pris dans le placard du salon, tandis que Gabriel était assise dans un coin de la cabane, plongée dans la lecture de Le Jardin secret, pour la 3e fois. C'était juste une journée normale, rien d'étrange ne se passait, jusqu'à environ 4 heures, quand nous avons tous entendu un bruit bizarre qui brisait le calme habituel. C'était un mélange de grognements, de ululements de chouettes et de marmonnements humains. Nous n'étions pas vraiment des enfants de la campagne, étant nés et élevés en périphérie de Londres, mais nous savions que les chouettes sont des créatures nocturnes, et les autres bruits qui accompagnaient ces ululements ne provenaient sûrement pas du même oiseau. Les bruits étranges étaient aussi accompagnés de bruissements furtifs venant de l'arrière de la cabane buisson, juste à côté de l'endroit où Gabrielle était assise. Elle se leva d'un bond, étouffant un cri en plaquant ses mains sur sa bouche. À travers le feuillage épais à l'arrière de la cabane, nous avons aperçu une silhouette sombre, de la taille d'un gros chien. Cette partie de la cabane donnait directement sur le début de la lande, comme je l'ai mentionné plus tôt. Le plus étrange avec cette silhouette, c'était sa présence, elle était là, mais paraissait presque éthérée, comme si elle essayait intentionnellement de se cacher. Pendant tout ce temps, il n'y avait aucun autre son. Aucun chant d'oiseaux, aucun bruit d'insectes, et aucun bruit de fond humain. Étant situé au cœur d'un lotissement, on entendait habituellement les gens parler, les moteurs des voitures démarrer, et les chiens aboyer, tous ces bruits familiers de la vie urbaine. Mais à ce moment-là, c'était comme si le monde entier s'était figé, et que seuls nous trois étions conscients, en présence de cette silhouette mystérieuse. Nous ne savions pas quoi faire, mais Gabriel et Lydia ont attrapé chacune une poignée de mon fauteuil et m'ont tiré hors de la cabane buisson, sans quitter la silhouette des yeux. Une fois sortis et suffisamment proches de la maison pour nous sentir en sécurité, nous nous sommes regardés avec des airs de doute et de peur. Gabriel a alors couru vers le cabanon du jardin et a grimpé sur le toit moisi et délabré. J'ai poussé un cri de terreur, et Lydia, toujours aussi vive d'esprit, a plaqué sa main sur ma bouche pour me faire taire. Nous avons observé Gabriel regarder par-dessus la haie qui séparait notre jardin de la lande. De là où nous étions, nous pouvions voir son visage. Son expression était un mélange de confusion, de surprise et de frayeur, ses jolis yeux marrons paraissaient troublés. Nous avons attendu que Gabrielle revienne nous rejoindre avant de lui demander ce qu'elle avait vu. Elle n'a pas répondu tout de suite, mais elle a fini par dire qu'elle n'avait rien vu, pas de chien, ni d'autres animaux. Cependant, il y avait un homme. Elle avait seulement vu son dos alors qu'il s'éloignait vers la clôture en fer. Elle se souvenait simplement de ses cheveux, longs et ébouriffés.
Son regard s'est dirigé nerveusement vers le bout du jardin, là où la lande commençait. Lydia et moi avons suivi son regard, et nous avons tous frissonné. Personne n'a parlé pendant un long moment. Nous avons simplement attendu en silence, Gabriel et Lydia assises sur le perron, et moi dans mon fauteuil à côté d'elle. Soudain, j'ai remarqué quelque chose et je l'ai fait remarquer aux autres. Les bruits habituels étaient revenus, le monde semblait avoir repris son cours normal. Un peu plus tard, Arthur et ses deux amis sont revenus. Sentant notre malaise, ils nous ont demandé ce qui se passait. Nous leur avons tout raconté, et deux d'entre eux sont partis à l'arrière pour jeter un œil. Ils ont fouillé pendant environ 45 minutes. Quand ils sont revenus, ils ont dit qu'ils n'avaient rien vu. Pas d'hommes étranges, pas d'animaux, rien de bizarre ni de suspect. Nous avons passé le reste de la journée à traîner avec les garçons, à manger dans la cabane buisson, et plus tard, à regarder des films tout en grignotant des cochonneries. Nous n'avons parlé de cet épisode à maman que des années plus tard, une fois adultes. Et nous ne savons toujours pas ce qui s'est passé ce jour-là, ni comment l'expliquer. Je travaille comme garde de nuit dans un parking souterrain. L'endroit est souvent vide, à peine fréquenté par quelques voitures garées ici et là, leurs propriétaires les laissant pour la nuit. Les heures défilent lentement, le bourdonnement des néons et les échos de mes pas sur le béton rythment mes soirées. Mais, quelque chose rendait ces nuits un peu plus supportables, ce chien. Un soir, il est apparu, sorti de nulle part, ses pattes résonnant légèrement sur le sol dur. Un grand chien au pelage noir, luisant sous les néons. Je me souviens m'être agenouillé par réflexe. Il s'est approché lentement, la queue battant l'air timidement. Je lui ai tendu la main, et il a reniflé mes doigts avant de les lécher doucement, acceptant le contact. C'était devenu une sorte de rituel. Chaque nuit, à peu près à la même heure, il passait me voir. Je lui faisais une petite caresse et il restait avec moi, assis sagement pendant que je finissais mon dîner. Je lui offrais toujours un morceau de pain, de viande ou de ce que j'avais sur le moment, et il acceptait, mangeant proprement, sans jamais quémander plus que ce que je lui donnais. Puis, après une dizaine de minutes, il repartait, disparaissant dans l'obscurité du parking. Je pensais qu'il appartenait à quelqu'un du coin. Peut-être qu'il errait un peu la nuit et retournait chez lui au petit matin. Ses poils étaient toujours bien entretenus, et il portait un collier noir sans médaillon. C'était un chien éduqué, silencieux, et sa présence était presque apaisante dans cet endroit sinistre. Je Y était habitué, attendant chaque soir son arrivée avec une sorte de plaisir discret. Mais un soir, tout a changé. Comme à son habitude, il est venu, a mangé un peu de mon dîner et s'est laissé caresser. Quand il est reparti, je me suis dirigé vers la salle de surveillance pour jeter un œil sur les caméras. J'ai parcouru les écrans du regard, essayant de voir par où il partait, par curiosité. Puis, je l'ai vu, capté par une caméra à l'entrée sud du parking. Le chien avançait doucement, d'un pas régulier, quand il s'est brusquement arrêté. Ses pattes se sont figées, et il a baissé la tête vers le sol. Une seconde, il est resté immobile, comme s'il écoutait quelque chose que je ne pouvais pas entendre. Puis, devant mes yeux incrédules, son corps a commencé à se déformer. Son pelage noir a semblé se liquéfier. Ses pattes se sont fondues en une masse sombre, un liquide épais, visqueux, qui a glissé sur le béton. Sa tête a disparu en dernier, se dissolvant dans cette mare noire qui se répandait lentement. J'ai cligné des yeux, pensant un instant que la caméra avait bugué. Mais non, l'image restait parfaitement nette. Le liquide s'est mis en mouvement, se dirigeant d'un glissement silencieux vers une bouche d'égout à proximité. Sans un bruit, la masse noire s'est infiltrée dans les interstices du couvercle de métal, se faufilant entre les grilles comme de l'eau. Puis il n'y a plus rien eu. Plus de traces. Plus de chiens. Rien qu'un parking vide et silencieux. Je suis resté figé devant l'écran, le cœur battant à tout rompre. C'était irréel. Impossible. Un chien qui se transforme en liquide ? Je devais rêver. Et pourtant, tout me semblait tellement réel. Une peur sourde m'a pris au ventre, me nouant l'estomac. J'ai rassemblé mon courage, suis sorti de la salle de surveillance et me suis dirigé vers l'endroit exact. La bouche d'égout était là, immobile, froide, comme si de rien n'était. Je me suis penché,
J'ai passé ma main sur le métal glacé. Rien. Pas une goutte, pas la moindre trace de ce liquide noir. J'ai inspecté autour, cherchant un signe, une explication. Mais tout était calme. Le chien, ou ce qu'il était, s'était volatilisé. À partir de ce soir-là, quelque chose a changé en moi. Je ne laissais plus la porte de la salle de surveillance ouverte. J'ai arrêté de manger à l'extérieur, préférant le confinement rassurant de la pièce verrouillée. Ce n'était pas une précaution consciente. C'était instinctif, presque animal. Comme si mon corps savait quelque chose que mon esprit refusait d'accepter. Le chien ne s'est plus jamais approché de moi. Je le voyais parfois de loin, errant entre les colonnes du parking, mais il ne s'approchait plus. Sa silhouette se mouvait à la limite des ombres, parfois juste à la bordure de la lumière des néons. Ses yeux brillaient d'un éclat étrange, presque intelligent. Je me suis demandé si c'était vraiment le même chien que j'avais caressé tant de fois. Je me suis demandé ce qu'il était réellement, et pourquoi il avait joué ce rôle de compagnon nocturne. Aujourd'hui encore, je repense à cette scène sur les caméras, à ce moment où ce chien, ce chose, a révélé sa véritable nature. C'était un avertissement, j'en suis sûr. Un rappel que certaines choses peuvent porter des masques trompeurs. Et que parfois, même les créatures les plus inoffensives cachent des secrets effrayants. Je n'ai jamais su ce que c'était, ni pourquoi il venait me voir. Tout ce que je sais, c'est que ce n'était pas un chien. Et je suis presque soulagé qu'il ne s'approche plus de moi. Parce qu'à chaque fois que je le vois de loin, je sens un regard sur moi, un regard froid, calculateur. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.